Wir sind heute 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges und wir haben, glaube ich, in letzter Zeit einige Zeichen gesehen von Entwicklungen, die nicht sehr erfreulich sind, gerade im Bereich der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit. Und ich glaube, wir müssen dieses Thema jetzt beleuchten aus verschiedenen Blickwinkeln und freue mich sehr dafür, als Moderator den Dirk zu haben, der jetzt euch die Panelists vorstellen wird. Danke. Du hast ja gesagt, dass ich mich erstmal selbst vorstellen kann, weil du hast ja viel über dich geredet. Was mir aber echt wichtig, du hast mir ein sehr wichtiges Stichwort gegeben, deinen dunkelhäutigen Vorgesetzten, der dann ein Zeichen gesetzt hat. Und genau das war es, ein Zeichen, dahinter nichts. Hohl. Denn das, was André uns vorhin so frustriert, engagiert berichtet hat über den tatsächlichen Status der deutsch-französischen Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung, Sicherheitsrisiken, ist in der Tat ein Ruinenfeld und aus meiner Erfahrung, es wird auch nicht besser werden. Ja, aber wir arbeiten trotzdem daran. Ich nutze diese kurze Einleitung, bevor ich unsere beiden Panelisten nach vorne hole, um eine Idee loszuwerden. Konkret, was kann man machen, um Deutsch-Französisch nach vorne zu bringen? Denkt mal drüber nach, jede Woche einen englischen Wikipedia-Artikel ins Französische oder Deutsche zu übersetzen, damit das deutsche und das französische Wikipedia genauso leistungsfähig wie das englischsprachige. Heute immer noch, wenn man auf Wikipedia geht und selbst über Themen, die deutsch sind oder französisch sind, findet man häufig einen nur englischsprachigen Artikel. Und auch da werden Erkenntnisse und Werte vermittelt, die in diesem Wikipedia-Artikel sind, die nur sehr schwer wieder rauszubekommen sind. Ja, aber viele Themen sollten eben auch deutsch-französisch beleuchtet werden. Also mal drüber nachdenken, ob das eine Initiative ist, die jeder für sich auch mal in Angriff nehmen könnte. Der Vorteil dieses Panels ist, dass man sich auf die anderen Panels schon mal beziehen kann und die ein oder andere Dinge, die gesagt worden sind, mit einbeziehen kann. Mir ist Folgendes aufgefallen. Annalena, die 75% raus aus der Komfortzone ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir entwickeln uns nicht weiter, wenn wir aus der Komfortzone rausgehen. Man sieht nicht, dass ich unter dieser Uniform schwitze. Das liegt nicht nur daran, dass hier Scheinwerfer sind, obwohl das schon Energiesparlampen sind. Aber nichtsdestotrotz, auch für mich ist das raus aus der Komfortzone und mich jungen Menschen stellen und auch knifflige Fragen beantworten. Nur so entwickeln wir uns weiter. Das gilt für Sie genau wie für mich. Und es ist schade, dass die Bundeswehr das nicht mehr tut, muss man also ganz ehrlich sagen. Ich habe immer große Schwierigkeiten, wenn ich mich auf sozialen Medien äußere. Das wird mit Argusaugen in Berlin beobachtet. Militär hat seinen Platz in der deutsch-französischen Kooperation, aber ich habe schon mal gesagt, es ist eben ein Affichage, ja, könnte man sagen, ein Deckmantel, der viele Probleme, die dahinter liegen, leider Gottes verdeckt. American Accent in New Technologies, heute Morgen von Mark, absolut. Wenn wir darüber nachdenken, dass wir Waffensysteme von den Amerikanern kaufen, die schon über Artificial Intelligence Anteile verfügen, noch nicht ganz, aber wenn wir irgendwann mal autonome Waffensysteme haben, dann legen die Amerikaner fest, welche Werte gewählt werden, um zu entscheiden, ob ein autonomes Waffensystem selbstständig zuschlägt oder nicht. Und damit hier keine Illusionen aufkommen, wir werden automatische Waffensysteme haben. Das wird kommen, schneller als wir uns das vorstellen können. Startups und die Kooperation mit der Telekom. Die Bundeswehr macht das ja auch im Bereich Cyber, Startups. Und ich habe jetzt gehört, die ersten Startups geben auf, weil sie gegen den Apparat der Beamten nicht ankommen. Das sollte uns zu denken geben, aber auch da haben wir einen Link. David Capiton, Mobilisation, Digitalisation, Mobilité. Und da kommen wir dann gleich auch zum Thema unseres Panels. Das alles hört schlagartig auf, wenn wir Opfer von exzessiven Cyberattacken werden. Dann haben wir dann ist die Digitalisierung weg in dem Moment. Dann können wir auf all die Applikationen und Tools, die wir haben, nicht zurückgreifen. Wir werden gleich darüber diskutieren, ob wir auf diese Situation gut vorbereitet sind. Benoit sprach von Service Militaire Européen, sowas in der Richtung. Großartige Idee, wir brauchen dringend welche. Aber ich glaube, bis dahin ist noch ein ewig weiter Weg. Ja, und Innovation und Digitalisierung, das betrifft uns auch. Und wir wollen die Risiken besprechen. Und ich bitte dazu zu mir aufs Panel Madame Errand und Jean-Marc Recli. Wo ist er? Voilà. Venez, pardon, excusez-moi. Ouais, c'est vrai. Ah, j'ai oublié que... Voilà.
Ça, c'était la partie allemande de cette panel, hein, parce que on a dit qu'on parle beaucoup français ici. C'est grâce parce que les Allemands parlent pas assez bien le français de temps en temps. Mais cette fois, c'est obligé, malheureusement, parce que voilà, pas tout. Je veux m'exprimer, je veux que tout le monde comprenne ce que je dis. Et voilà, on est au panel, on n'est pas tous on parle pas tous allemand. Je veux vous proposer un scénario. Et le scénario, c'est Blackout. Il y a un livre là-dessus actuellement. Peut-être quelqu'un en vous a eu l'opportunité de le lire. Et j'étais ensemble avec Bernd Benza, qui est un laboratoire, qui fait des tests des réseaux d'électricité. Et il nous a décrit qu'est-ce qui se passe quand il y a un blackout. D'abord, qui a eu chez lui ces derniers mois une rupture d'électricité? Voilà. Hein? Alors ça doit être les Français, parce que l'Allemagne, c'est, avec une moyenne de 15 minutes de rupture d'électricité par an, un des pays le plus sûrs au niveau d'alimentation d'électricité. Alors, ça, c'est un bon chiffre. Mais qu'est-ce qui se passe réellement quand il y a ce qu'on appelle un blackout? Un blackout, ça veut dire aucune électricité en Allemagne. Déjà, quand on a cette situation-là, il n'y a pas d'électricité en France non plus. Parce que les réseaux, ils travaillent ensemble. Alors, il y a vraiment un blackout. Une grande partie d'Europe sera dans le noir. Combien de jours ça va durer, à votre avis, avant de rétablir l'électricité? Hein? Qui dit, voilà, vous dites quoi? Combien de jours il faut pour rétablir le réseau pour tout le monde? 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, hein, on s'approche, c'est très bien. 2 semaines, 6 jours pour avoir le courant normal et environ 2 semaines pour que tous les systèmes qui ont été éteints vont être réallumés. 6 jours. Ça veut dire, par exemple, 6 jours, vous ne pouvez pas aller aux toilettes. Parce que l'eau coule uniquement grâce à l'électricité. Et ce qui va se passer, qu'en effet tous les dégâts qui sont déjà vont remonter dans les maisons. Alors, à Berlin, il y a des estimations jusqu'au 3e étage. Ça veut dire tous les bâtiments après, on peut les raser. On ne peut plus les habiter après. Alors, ce blackout, qui coûte par heure environ 500 millions d'euros par heure. Vous imaginez combien ça coûte après 6 jours. On aura certainement aussi une forte violence dans les grandes villes, dans les centres urbains. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on pense réellement que ça peut arriver ou ça reste la science-fiction? Et c'est quoi les conséquences pour nous, entre Français et Allemands, pour lutter contre ces menaces? Avec moi, pour répondre à ces questions et à d'autres questions qui ont été déjà discutées ce matin, c'est d'abord Nathalie Harard. Vous êtes depuis mars 2002 senior vice-présidente, directrice des affaires européennes et au temps pour Airbus à Bruxelles. Et j'ai trouvé une citation qui est... Ouais, c'est bien, hein, l'Internet ne perd rien, mais il faut être sûr. Il faut être sûr que c'est la première cybermenace. Est-ce qu'elle a vraiment dit ça? J'étais pas là. Non, mais c'est bon, ça rentre bien dans le cadre, madame, il n'y a pas de souci. European initiatives are the right answer if Europe is to remain a credible partner. Voilà, il n'y a rien de faux dedans, je crois. Hein, alors, et je trouve comme ça, vous êtes aussi, avec votre expérience, surtout dans le domaine franco-allemand, européenne, avec une entreprise qu'on a appris ce matin déjà, Airbus, qui est vraiment au cœur des relations franco-allemandes. Vous êtes vraiment un excellent choix pour ce panel et je suis très heureux que vous êtes avec moi cet après-midi. Avec vous, Jean-Marc Ricli, on s'est rencontrés à Genève pour la première fois où j'ai suivi le master avec l'Université de Genève et stage GCSP. Vous êtes directeur des risques globaux et de résilience au Geneva Centre for Security Policy et tout ce qui est artificial intelligence et risque cyber. Vous êtes une véritable spécialiste avec plusieurs publications très intéressantes.
je vous dis, ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil sur ce qu'il a écrit. Les citations que je vous avais trouvées pour vous, aussi en anglais. It is, however, a duty of the international community and all states to regulate the development of emergent disruptive technologies, such as, for instance, artificial intelligence, synthetic biology and nanotechnologies. Alors la question de la gouvernance et avec ça des risques. Alors ma question, et avec ça je passe les micros, à ton avis, un blackout, est-ce que c'est un scénario réaliste? Est-ce que nos réseaux d'électricité pourraient être le cible d'un agresseur de l'extérieur pour nous mettre, je veux dire, dans le noir? Là, on parle déjà plus de fiction. On parle des choses qui se sont passées en 2015. Vous avez la Russie qui a lancé les attaques contre l'Ukraine, contre 3 villes en Ukraine, où ils ont fait des blackouts qui étaient assez temporaires. 2 ans plus tard, Kiev a été la cible de blackout. Début d'année, les Américains ont commencé à s'alarmer comme quoi ils avaient détecté des signaux faibles. Dans le domaine du renseignement, vous avez des signaux forts puis des signaux faibles. Alors, les signaux forts, c'est quand ça vous expose dans la figure, et puis les signaux faibles, c'est plutôt, voilà, par exemple, c'est pouvoir dire que l'État islamique allait devenir très important en 2013, pas en 2014, en 2014. Et signaux faibles, c'est qu'il y a eu des scouting, c'est-à-dire des reconnaissances sur des infrastructures critiques aux États-Unis, notamment les systèmes électriques. Et actuellement, bien sûr, on est très vulnérable, pas Corée du Nord, mais encore. C'est ce qu'on appelle des EMP, c'est des bombes nucléaires, c'est donc Electronic Magnetic Pulse Weapons, c'est donc des bombes nucléaires que vous allez faire éclater dans les hautes sphères de l'atmosphère, et puis ça va libérer les électrons, et ça va griller tout ce qui est digital. C'est-à-dire que tout ce qui a un électron, tout ce qui est électrique, ne va plus fonctionner. Alors je demande, si vous voulez faire une expérience, une journée, vous allez éviter tout ce qui est électrique, électronique, et vous allez voir à quel moment vous allez retourner. Ce sera probablement à l'âge de pierre. Et aux États-Unis, une simulation a été faite où une IMP a été lancée sur Las Vegas. Au bout de 3 semaines, c'est le chaos, et puis au bout d'un mois et demi environ, vous avez une révolution aux États-Unis parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Voilà. Alors une menace réelle. Maintenant, la question, si on a tous ces connaissances, on le sait. C'est devant nos portes, et des fois, déjà, ça a déjà tapé dans nos portes, et ça s'est réalisé. Est-ce qu'on est capable à répondre à cette menace ensemble? Et Nathalie, vous êtes au cœur des affaires européennes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une certaine volonté dans nos pays d'agir ensemble quand on parle de cyberdéfense ou des projets d'armement un petit peu plus global? Alors, en fait... Vous m'entendez bien, là? Ah, allez. Voilà. Merci. Ça va mieux? Oui. Merci beaucoup. En fait, dans les affaires européennes, le constat est souvent l'étape la plus facile à faire. On a parlé de choses extrêmement graves, mais sur la cybersécurité, il y a des choses qui se produisent en fait tous les jours, qui sont de moindre ampleur, mais on est à environ 4000 attaques par jour sur des systèmes qui ont des données personnelles. On a 80% des entreprises européennes qui ont déjà vécu une attaque cyber. Et donc c'est une menace quotidienne. Je pense que la prise de conscience, elle est là. On sait qu'il faut réagir, on sait qu'il faut se protéger. On est conscient aussi que, comme l'a dit la chancelière allemande, il n'y a pas de frontières sur les attaques de cybersécurité. Le président Macron a expliqué qu'il fallait inclure la cybersécurité dans la stratégie de défense et sécurité. La Commission européenne l'a inclus dans son plan numérique. On a fait même un pilier du plan numérique pour l'Union européenne dans les années qui viennent. On sait aussi que, comme sur tous les sujets numériques, c'est ce qu'on disait ce matin, la bonne zone, c'est la zone européenne, parce qu'on est trop petit et trop fragmenté pour le faire au niveau national. Mais après, pour enclencher l'action, c'est là où, que ce soit sur les sujets de défense, les sujets de sécurité ou les sujets de cybersécurité, les difficultés apparaissent. Il est évident que quand on met les chiffres en perspective des investissements qui ont pu avoir lieu aux États-Unis, les investissements en très forte croissance qu'on peut avoir en Chine ou en Russie,
il est évident que l'Europe doit dépenser et mieux et plus. Donc il y a eu une inflexion dans la dépense du plus, mais ça reste très difficile de dépenser mieux ensemble. Et les freins nationaux sont extrêmement importants. Dans tout ce qu'on discute aujourd'hui, et ce n'est pas seulement sur les aspects défense, parce que chez Airbus, on voit les aspects civils, avions commerciaux, on voit l'espace dans sa dimension civile et dans sa dimension défense, et puis on a les sujets militaires. Et en fait, on s'aperçoit que même sur des sujets moins sensibles, il y a une très très grande difficulté à partager, à abandonner une partie de ce qu'on appelle notre souveraineté nationale pour construire une réponse européenne. Sur ces sujets-là, les États ou leur administration, comme on le disait ce matin, et je rejoins ce qui a été dit ce matin, ont beaucoup de difficultés à passer à l'action. C'est un gros problème, on le voit sur la défense, où vous avez suivi l'actualité cette semaine. Évidemment, quand on achète du matériel américain, on parlait d'American Accent ce matin dans le numérique. Évidemment, quand la Belgique choisit un appareil américain alors qu'on a un appel d'offres face à 2 appareils européens, c'est un vrai problème. Et pourtant, on parle de la politique de défense et des politiques d'achat depuis des années. Donc on se rend compte qu'on a beaucoup de mal à passer à l'action. Et en cyber, même en franco-allemand, j'allais dire, parce qu'on peut toujours... Il y a une excuse facile en Europe, c'est de dire « Ah mais oui, mais c'est parce qu'on a une Europe à 27 ou 28 ». Les Anglais ne sont pas encore sortis, disons 28. On a une Europe à 28, c'est pour ça qu'on ne peut rien faire. Soyons honnêtes, même quand on repasse en franco-allemand, je pense que vous serez d'accord avec moi, ça reste quand même extrêmement difficile. Ça veut donc dire que oui, les institutions à 27-28 et le convoi de 27 États, c'est difficile à mener. Mais il y a des choses plus fondamentales, je crois, qui se passent aujourd'hui en Europe pour que même en franco-allemand, on ait du mal à avancer sur des sujets aussi stratégiques, alors même qu'on sait qu'il y a plein de cyberattaques, qu'il y a des États qui nous attaquent, y compris au niveau des fake news. Enfin, tout le monde le sait. Donc le constat, il est là. Comment on passe à l'action et comment on se prépare en européen, ça reste un enjeu majeur. Et merci d'avoir mis cette carte sur l'écran, là, derrière nous, qui, il me semble, montre les attaques en cours. Hein. Je ne sais pas qui l'a mis, en temps réel. Hein, voilà. On a vu ça à Genève aussi. On a cette map qui est assez impressionnante quand même. Des fois aussi à voir qu'il y a plein d'attaques qui viennent de l'Australie aussi, ou voilà, des régions du monde entier. Et c'est assez impressionnant. Mais Jean-Marc, si maintenant je disais, écoute, c'est cool en Europe parce qu'on a tellement de systèmes différents d'armement, par exemple pour défendre chaque nation. Un cyberattaque seul ne suffira pas pour tous les détruire. Alors la diversité des systèmes différents, ça peut être aussi une opportunité. C'est pas seulement un désavantage au niveau d'interopérabilité, mais avoir plusieurs systèmes différents, ça aide à déterrer un agresseur. Vrai ou faux ? Sur le principe, oui. Le principe, tous les risk managers, c'est la diversification du risque et c'est de créer des systèmes qui sont redondants en ayant plusieurs systèmes. Donc ça peut fonctionner. Le problème, c'est que le principe même de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est le principe d'interopérabilité. C'est-à-dire qu'une fois que vous voulez... Moi, je suis suisse, donc je suis un peu le neutre ici dedans. Je ne suis pas français ni allemand, mais même la Suisse, qui n'est donc pas membre de l'OTAN, de l'Union européenne, participait au début des années 90 à des opérations en Bosnie et comme observateur. Et la contribution suisse était des hélicoptères de transport. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'à un moment donné, lorsque ces hélicoptères ont été engagés, ils apparaissaient sur le radar des forces de l'OTAN comme étant ennemis parce que vous avez un système d'identification qui fait que si vous n'êtes pas dedans, vous apparaissez comme ennemis. Donc qu'est-ce qu'ils ont dû faire ? Ils ont dû les faire escorter par des appareils de l'Union européenne ou de l'OTAN.
La Suisse, après, en 95, a rejoint le partenariat pour la paix de l'OTAN. Et puis, même si la Suisse n'est pas un membre de l'OTAN, elle a décidé de prendre certaines normes d'interopérabilité. Ça, c'est la grande force de l'OTAN, c'est qu'à travers ces normes d'interopérabilité, c'est-à-dire si vous avez un appareil qui va atterrir, je ne sais pas, en Finlande, si vous n'avez pas la bonne embouchure du tube de refueling, vous n'arriverez pas à mettre de l'essence, du kérosène dans l'avion. Donc ça sera impossible de pouvoir combattre. Donc toute l'idée de l'intégration de la défense européenne est basée sur ce principe d'interopérabilité. Donc si vous voulez plus de coopération, vous devez aller dans ce sens-là. Maintenant, dans les faits, qu'est-ce qu'on voit ? On voit par exemple l'année passée, vous avez eu une attaque qui a été très très importante. Vous avez deux attaques. Vous avez eu un ransomware, donc un malware qui va vous demander, qui va bloquer votre ordinateur et qui va vous demander une rançon pour le débloquer. Et puis 2 mois après, vous avez eu ce qu'on a cru être un copycat de ce ransomware. Qui est NotPetya. Et NotPetya, c'était quoi ? C'était un wipers. Donc c'était un malware qui n'a pas le but de bloquer et que vous payez pour avoir vos données, mais c'est d'effacer. Et c'était quoi l'origine ? L'origine, c'était probablement une attaque russe de nouveau contre l'Ukraine. Et ils ont visé un système où vous avez un bureau, une entreprise privée en Ukraine où toutes vos déclarations d'impôts sont centralisées dans cette entreprise. Et puis, ils ont visé ce système informatique. Simplement qu'en visant ce système informatique, ça s'est répercuté partout dans le monde, et vous avez une entreprise comme Maersk, qui est une des plus grandes entreprises de shipping maritime au monde. Ces opérations ont été complètement groundées, car tous ces ordinateurs, sauf un, ont été infectés et ils ont perdu toutes leurs données. Et la seule raison pour laquelle Maersk a pu reprendre ses activités, c'est parce que quelques heures avant l'attaque, un de leurs bureaux au Ghana a subi une coupure d'électricité, un blackout. Et donc lorsque l'attaque a eu lieu, il était isolé. Il était isolé du réseau, et vous avez tous les autres ordinateurs ou tous les registres, c'est-à-dire toutes les transactions actuellement, tous les containers que vous voyez sur les cargos, ils sont enregistrés et puis on peut les traquer. Ils avaient perdu tout ça. S'ils avaient perdu ce bureau au Ghana, tout leur système était terminé. C'est pour vous donner la mesure de la vulnérabilité auquel on fait face. Et pour terminer, ça ne va pas en s'améliorant. Pourquoi ? Parce que plus on est vulnérable, plus on va trouver des solutions technologiques à nos vulnérabilités. Par exemple, si vous prenez actuellement, vous mentionniez 4000 attaques, je parlais avec le vice-président de Kaspersky, qui est une des plus grandes entreprises de cybersécurité russe. Kaspersky identifie 300 000 codes malicieux nouveaux par jour. 300 000. C'est impossible de manière humaine à gérer ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On développe l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle va vous permettre de scanner des lignes de code que vous ne pourriez pas faire en étant un être humain. Mais en introduisant l'intelligence artificielle, on introduit des nouvelles vulnérabilités. Et c'est ce qu'un philosophe allemand, Ulrich Beck, a très bien théorisé dans un bouquin qui s'appelle The Risk Society. Je vous recommande vraiment de le lire. Oui, très bien, en effet. Nathalie, alors maintenant, moi, comme militaire, j'ai besoin d'une arme qui marche, qui fonctionne. Et vous, Airbus, vous êtes là-dedans, vous êtes producteur. Qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise pour être sûr, pour garantir ça ? Alors là, en fait, vous arrivez à une question qui est assez intéressante aussi politiquement, parce que, évidemment, pour essayer d'avoir de l'autonomie européenne, et spécialement sur les équipements de défense, l'idée, c'est de développer des outils et des solutions européennes. Simplement, il faut se rendre compte que sur le domaine de la cybersécurité, il n'y a pas de filière industrielle comme il y a eu dans le domaine de la défense ou l'espace, ou même l'aéronautique sur le côté civil, puisque les différents pays d'Europe ont tout de suite eu des politiques industrielles, c'est-à-dire de s'assurer qu'on avait une chaîne industrielle qui répondait aux besoins de ces différents secteurs. Sur la cybersécurité, c'est beaucoup plus fragmenté. Et donc arrive la question de savoir
qu'est-ce qu'on fait face à des menaces qui sont de plus en plus rapides et qui nous dépassent de temps en temps et qui peuvent dépasser aussi les acteurs européens. Alors il y a une partie qui est en interne. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, Airbus, on a forcément des actifs clés, critiques, et on a un certain nombre d'outils pour les protéger. Donc on a nos équipes de cybersécurité que l'on peut mettre à disposition aussi de nos clients étatiques. Il faut que ces équipes, elles restent en contact avec le marché, parce que sinon elles perdent de la compétence. Vous le disiez, tout va très très vite. Donc ça se complexifie à une allure extrême. Donc on reste aussi sur la partie marché. Mais ensuite va arriver à un moment donné un choix. Est-ce qu'on achète sur étagère la technologie qui protège le mieux, ou est-ce qu'on continue à investir nous-mêmes pour avoir des technologies propriétaires ou des partenaires européens ? Et c'est là où la lenteur de l'Europe sur ces sujets-là, en particulier d'investissement, parce qu'il y a des choses qui se font en termes d'interopérabilité, de certification, de texte, mais la lenteur sur l'innovation et justement la création de filières industrielles provoque de vraies problématiques pour un groupe comme le nôtre. Parce que vous comprenez bien qu'on a deux aspects stratégiques. Le premier, c'est d'abord de nous protéger. On peut pas être vulnérable par rapport à des attaques de pays tiers. Il n'y a pas beaucoup de pays qui sont très bons en aéronautique dans le monde. Il y a en fait aujourd'hui les États-Unis et l'Europe qui savent construire des avions de plus de 100 places. Ça provoque donc beaucoup d'attaques sur nos systèmes. Et donc la première de nos priorité vis-à-vis de nos clients, de nos employés dans le futur, de nos actionnaires, c'est forcément de nous protéger, nous. Si l'Europe est trop longue à investir, ben forcément, nous irons ailleurs. Et donc, c'est un peu le paradoxe de l'entreprise européenne qui voudrait rester la plus européenne possible, mais qui, à un moment donné, pour se protéger elle-même face à une menace qui est complètement internationale, est obligée d'aller vers ce qui se fait le mieux sur le marché. Et c'est vraiment une problématique qui est de plus en plus réelle dans le numérique et dans la cybersécurité. Parce qu'on en parlait ce matin sur le monde des data. Et ben on ne peut pas avoir une solution européenne et rester dans la concurrence face à Boeing. On est obligé d'aller vers des solutions qui sont des solutions non européennes, avec toutes les problématiques que ça peut avoir pour nous dans le futur. Et nos clients étatiques sont dans la même situation. C'est-à-dire que de temps en temps, on est obligé d'abandonner complètement la solution européenne parce qu'on a sous-investi de façon chronique dans les années précédentes. Dans la nouvelle stratégie cyber des Américains, la protection de l'industrie fait partie de leur stratégie. Alors, une responsabilité d'État de protéger, par exemple, je sais pas, des sites de construction de Boeing aussi, contre des cyberattaques, mais aussi contre des attaques le nucléaire, l'énergie, voilà. L'aéronautique, oui, sont des secteurs critiques. Et vous êtes en liaison avec le niveau politique au niveau de la protection, ou c'est toujours quelque chose en Europe qui est plutôt, on ne touche pas trop, parce que dans certains pays de l'Europe, y compris l'Allemagne, la liaison État-industrie, c'est toujours un peu, bon, on n'aime pas trop, en tout cas pas en public. Mais est-ce que vous pouvez partager avec nous, est-ce qu'il y a des réflexions dans cette direction-là, de protéger l'industrie aussi par l'État ? Alors c'est effectivement plus séparé que ce que font les États-Unis. Et encore une fois, les États-Unis ont très tôt eu une stratégie industrielle avec leur stratégie de cybersécurité. Ce que l'Europe n'a pas fait. Donc, je veux dire, on ne peut pas revenir sur ce manque. On peut travailler avec des services de façon plus proche pour s'aider mutuellement, évidemment. Donc ça se développe. Mais le sujet de où commence la chaîne hors Europe et où elle se termine, il reste entier. Parce que même les services secrets sur des données ultra sensibles sont obligés d'utiliser des algorithmes de sociétés américaines. Sociétés américaines qui viennent elles-mêmes de la CIA au départ, qui sont privées aujourd'hui, mais qui ont des racines très liés au service secret américain. Donc on voit tout de suite la complexité de l'équation dans ce monde-là. D'accord.
Et c'est sûr qu'une solution européenne, ça ne se fait pas de l'un Sur la data, l'algorithmie ou la cybersécurité, non, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Jean-Marc, avant qu'on prenne des questions de public, j'aimerais bien savoir des guerres cyber. On est déjà dedans. Est-ce que ça existe, des guerres cyber? Ou est-ce que le cyber reste toujours, je vais dire, sous le niveau de guerre? C'est pas une guerre, mais c'est une activité, il faut s'adapter. On sait que ça arrive, mais bon, il faut vivre avec. Définir ce que c'est que la guerre cybernétique, c'est difficile. Et je parlais avec une responsable chez Swiss Re récemment, elle me disait ils ont énormément de problèmes de réassurer le domaine cyber, parce que quand vous prenez une assurance, par exemple, une assurance de voyage, vous avez souvent des disclaimers, et si vous allez dans un pays qui est en guerre, l'assurance ne va pas vous rembourser. Alors c'est clair que si vous allez en Syrie, c'est clair, on peut dire qu'il y a une guerre. Maintenant, dans le domaine cyber, c'est beaucoup plus difficile. Alors c'est clair que si on s'attend, on prend comme template ce qu'on a vu dans le siècle passé au niveau de la guerre, et puis on attend que ça fasse boum, et puis qu'il y ait des destructions, on n'y est pas encore. Bien que on a maintenant des moyens par exemple, l'Arabie Saoudite, en début de l'année passée, a subi une attaque qui visait à faire exploser une de ses centrales électriques. L'attaque n'a pas fonctionné, mais l'intention était là. Donc, de plus en plus, on va voir des actions cybernétiques qui auront un impact cinétique, c'est-à-dire que vous verrez un boom. Mais par contre, en deçà de ce niveau infraguerrier, ce que certains appellent les guerres hybrides, et notamment qui a été popularisé par un chef d'état-major des forces russes, le général Gerasimov, c'est-à-dire qu'actuellement, à partir des années 90, si vous voulez, depuis la première guerre du Golfe, il y a la réalisation chez les compétiteurs, les adversaires des États-Unis, que ça ne servait à rien d'essayer de combattre les États-Unis sur un domaine conventionnel. En 1998, vous avez deux colonels chinois qui écrivent un bouquin qui s'appelle « Guerre illimitée ». Et l'idée, c'est de dire, ben voilà, si on veut essayer de gagner contre la puissance américaine, il faut attaquer où ça fait mal, où il y a son centre de gravité et ses faiblesses. Gerasimov reprend plus ou moins cette idée, et l'idée c'est de dire nos ennemis finalement ce sont les puissances occidentales, et ces puissances occidentales sont caractérisées par étant des démocraties. Or, les démocraties sont faites, pourquoi? Parce qu'elles reposent finalement sur la légitimité du gouvernement, et cette légitimité est donnée par le peuple. Si vous arrivez à manipuler la façon dont le peuple pense, eh bien vous arriverez à créer le chaos. Et donc, la guerre actuelle, si vous voulez, c'est 80% d'information et 20% d'application de la force militaire. Donc si vous regardez ce qui s'est passé en 2016 aux élections américaines, si vous regardez en France, ce qui s'est passé avec les manipulations aussi en France, si vous regardez en Allemagne, avec la montée de l'AfD, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a une stratégie très très claire qui est de polariser les sociétés démocratiques. Et dans un contexte de polarisation, qui est-ce qui émerge? Ce sont les extrémismes. Les extrémistes qui vont détruire les fondements même des bases démocratiques de ces États. Donc à ce niveau-là, oui, on y est déjà. Et d'ailleurs, cette semaine, les États-Unis, pour la première fois, ont déclaré que dans leur doctrine cybernétique, il y a 4 points, et un des points, c'est ce qu'on appelle la défense en avant, c'est-à-dire forward defense. Et l'idée, c'est finalement de préempter des gens qui vont vous attaquer. Et cette semaine, les États-Unis ont dit que voilà, on signalait aux personnes qui voudraient essayer d'interférer dans les élections de midterm américaines qu'ils les avaient identifiées et qu'elles étaient sur leur radar, et si elles bougeaient, eh bien ils allaient s'en occuper. Donc on est dans un espace maintenant de conflictualité qui est beaucoup plus flou et beaucoup plus complexe que ce qu'on a connu par le passé, parce que là derrière, vous n'avez pas seulement des États, mais vous avez aussi des groupes non étatiques qui ont de plus en plus d'influence du fait de ces nouvelles technologies. Et donc la réponse, bien sûr, elle doit être étatique, parce que la société civile ne peut pas se défendre tout seul, mais même en étant étatique, il est impossible de couvrir le spectre de menaces auxquelles on fait face actuellement, parce que non seulement on est beaucoup trop vulnérable, mais on ne s'attaque pas seulement à la destruction d'un objet, on s'attaque
à la destruction de ce qu'on appelle la fabrique sociale d'une nation ou d'un État. Et là, c'est très très difficile de contrer ce type d'attaque. Merci avec cette explication, je trouve hallucinant, ça me fait peur un peu. Néanmoins, j'aimerais bien ouvrir la discussion et je vous demande de profiter pleinement de la présence des deux experts là. Il faut bouger les cubes, s'il vous plaît. Attendez, ça va? Bonjour. Ma question va être posée plutôt à la Bundeswehr et Airbus. Je ne peux pas m'empêcher, dans un contexte franco-allemand, de demander sur les publications récentes sur le FCAS, sur le Future Combat Air System, liées au débat politique qu'on a vu avant. Et la question, à quelle manière la politique freine en quelque sorte le développement industriel européen et comment ces deux cultures très différentes dans ce cas jouent en défaveur des champions européens. Merci. Alors déjà, forcément, quand on s'appelle Airbus, on a besoin d'une volonté politique européenne. Airbus est né à la fin des années 60 parce que les États ont décidé d'unir leurs forces. Alors il y avait un marché, donc il y avait une demande de marché qui sous-tendait la création d'Airbus. Mais il a fallu quand même un sacré courage politique, j'allais dire à l'époque. Je ne veux pas appuyer là où ça fait mal, mais le Concorde n'avait pas été une réussite commerciale extraordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Il avait été une réussite technologique. Et quand même, les différents pays Airbus se sont mis autour de la table pour créer un champion européen des avions plus de 100 places. S'il n'y avait pas eu ce courage politique à l'époque, aujourd'hui on ne bénéficierait pas des succès d'Airbus et on ne serait pas à égalité avec Boeing sur le marché des avions. Donc notre histoire, elle est forcément liée, même si maintenant on est sur un marché très libre et on vend nos avions, elle est toujours liée à une volonté politique derrière. Sur les avions de combat, on avait essayé au moment de la génération précédente de ne faire qu'un seul avion de combat européen. Malheureusement, comme il y a des priorités industrielles, des intérêts nationaux, on n'avait pas réussi à se mettre d'accord sur le périmètre et sur comment partager notamment le retour industriel. Parce qu'on est dans une Europe des États, et donc les États forcément regardent leurs intérêts stratégiques, dans un contexte qui est européen, mais ils regardent aussi leurs intérêts industriels, le retour de leur investissement sur leur sol. Et du coup, on s'est retrouvé avec 3 avions de combat, le Gripen en Suède, l'Eurofighter et Dassault avec le Rafale. C'est évidemment beaucoup trop pour les Européens, alors même que la concurrence américaine est extrêmement importante. Donc il faut espérer que cette fois-ci, on ne refasse pas la même erreur. L'espoir que j'ai, c'est que je pense que c'est de plus en plus difficile financièrement pour les États à titre individuel de mettre le ticket, parce que le futur avion de combat, non seulement ça sera un appareil, mais ça sera aussi un système de systèmes avec des drones, des senseurs, beaucoup de numérique, beaucoup de gestion de données. Et donc, il n'y a sans doute pas la possibilité de le faire tout seul. Mais ceci dit, on est en ce moment dans la phase de difficulté, qui est comment dépasser les intérêts industriels nationaux pour arriver à une vraie solution européenne. Et forcément, ça demande des compromis de part et d'autre. Ça demande aussi des spécifications communes. Et ça, c'est pas facile à faire. Sur chaque appareil, on a toujours, que ce soit sur la 400M, que ce soit sur le NH90 pour les hélicoptères, que ce soit pour les drones ou pour les avions de combat, pousser les appareils étatiques à arriver avec des spécifications communes, c'est un enfer. Et donc, on a, en tant qu'industriel, une vraie problématique pour créer l'effet volume. Ce qui nous crée des problèmes évidemment de concurrence inouïs avec les Américains qui ont des effets volume extrêmement importants avec une seule configuration et qui sont en plus payés dans ce qu'on appelle un contrat cost plus fee, c'est-à-dire qu'on leur rembourse leur coût plus la marge, ce qui n'est pas toujours notre cas, notamment sur la 400M. Donc toutes ces problématiques de définir le besoin, définir un besoin commun,
faire des compromis pour arriver à des spécifications communes, demander une seule spécification et s'entendre sur la répartition industrielle entre les différents pays, c'est à chaque fois extrêmement difficile. Je pense que l'intérêt politique européen est ici extrêmement clair. L'Europe, on l'a vu, commence à souffrir d'un vrai déficit d'innovation. Donc je dirais qu'on n'a plus le choix, mais les résistances, les problématiques nationales perdurent. Donc il va falloir les dépasser et il va falloir travailler sur le sujet. Merci. Ouais, je veux peut-être rajouter très vite, je suis très pessimistique en effet sur ces questions-là. Je vous donne un autre exemple. L'Allemagne est en train de chercher un nouveau fusil pour remplacer les G36. La France a déjà décidé à acheter HK, avec là encore une boîte allemande. Alors, mais il me semble complètement logique que l'Allemagne va aussi acheter la même arme. Déjà, c'est notre industrie d'armement, alors c'est pas l'excuse. Hein. Deuxième, je crois les spécifications qui ont été choisies par les Français, ils ne sont pas si mal. C'est une armée très expérimentée, surtout hors d'Europe. Alors, on a tous les données pour acheter la même arme, mais malheureusement, voilà, les Allemands, ils disent mais non, on a d'autres spécifications. Cette arme ne rentre pas dans notre idée, alors on va faire différemment. Je peux juste sur l'industrie. En fait, vous avez finalement, si vous regardez au niveau de l'innovation, notamment dans les technologies émergentes, vous avez deux modèles. Puis un troisième avec les Européens. Vous avez le modèle américain, où vous avez les entreprises privées qui font la plupart de la recherche et développement. Et puis après, vous avez au niveau étatique des institutions comme la DARPA qui vont orienter certaines recherches, qui vont financer certaines recherches. Et les Américains, à partir de 2014, ont même réalisé que la recherche et le développement étaient tellement importants dans le domaine privé qu'ils allaient établir un bureau de liaison à Silicon Valley pour essayer de pomper l'innovation qui se fait dans le secteur privé. C'est ces bureaux qui s'appellent des UIX. Après, vous avez le modèle chinois. Le modèle chinois, c'est un système étatique où vous avez des entreprises, en effet, qui devraient être privées, mais elles ne le sont pas, car elles reportent au gouvernement, et vous avez une vraie vision derrière. Et non seulement vous avez une vision stratégique de long terme, qu'on ne peut pas avoir dans une démocratie. Pourquoi ? Parce qu'une démocratie, par définition, dépend du cycle électoral de 4 ou 5 ans. Lorsque Xi Jinping maintenant décide d'être le président du parti à vie, ils peuvent définir une ligne directrice, et puis la ligne directrice est très claire. En 2030, la Chine est le leader dans le domaine de l'intelligence artificielle. Puis après, vous avez l'Union européenne, où vous avez un système de conglomérat de 28, peut-être maintenant 27 États, avec leurs intérêts nationaux. Et donc, juste au niveau des coûts de transaction, quand vous devez négocier quelque chose, aux États-Unis, vous avez un président qui dit, ben voilà, moi je veux faire ça, il négocie avec le secteur privé, mais ça va encore. En Chine, l'ordre vient du haut, on va l'exécuter. En Europe, vous avez 27 systèmes différents, et puis 27 intérêts nationaux différents. Donc, on est foutu. Faut arrêter de se voiler la face. Actuellement, on n'a aucune chance. Pourquoi ? Parce que vous avez un système chinois qui crée de la data de manière incroyable et vous êtes incapable de rivaliser avec ça. Allez en Chine, sur l'équivalent de Facebook, vous allez pouvoir faire vos transactions bancaires. Et toutes ces données-là, il y a beaucoup moins de régulation au niveau de la privacy. Et donc, ils vous pompent les données et ils arrivent à entraîner leurs algorithmes. Vous allez aux États-Unis où la politique par rapport aux données est beaucoup moins stricte qu'en Europe. Maintenant, on a le GDPR où ça met un peu des bâtons dans les roues aux Américains. Mais pour évoluer actuellement dans le monde digital, ce qui est important, c'est la donnée. Or, la donnée, faut la créer. Et des plateformes comme Facebook, ce matin, a dit Facebook ne sera peut-être plus là, ou Google dans 2-3 ans. Franchement, je ne pense pas, parce qu'ils ont un tel impact monopolistique quasiment, c'est oligopolistique, mais pour essayer de concurrencer avec des entreprises, c'est une bonne idée, par exemple. Qu'est-ce que vous allez faire ? Soit vous allez essayer vous avez une bonne idée que vous pourriez essayer de concurrencer Google. Qu'est-ce que va faire Google ? Soit ils vous rachètent, c'est la chose la plus simple, ou alors ils vont mettre à l'interne un team qui va entrer en compétition avec vous. Le team va pouvoir se reposer sur des données que vous n'aurez pas. Et donc le coût d'entrée est quasiment impossible maintenant. Et donc, pour
pour l'Union européenne, je ne vois pas dans quelle mesure actuellement on sera capable de régater avec ces deux grands pôles, et plus on avance, plus les données vont être importantes. Et comme vous l'avez mentionné, Palantir, une entreprise américaine qui était formée par un fonds d'investissement de la CIA et InQtel, il y a 10 ans en arrière, la DGSI en France, la sécurité intérieure, maintenant utilise Palantir pour faire du data mining. Ça veut dire quoi? Une fois que vous avez accès à ces données-là, les Américains ont un accès direct à ce que les Français ont en termes de données qui sont très, très sensibles. Donc là, il y a des questions qui se posent au niveau de la souveraineté digitale des États. Avec ces perspectives, c'est très difficile à bâtir des relations franco-allemandes et créer l'avenir. Hein, voilà, bravo. Oui, hein. Ça. On est vraiment dans la contradiction là sur nos deux interventions. Vous voyez, si on regarde le monde tel qu'il est et qu'on fait les grandes tendances et qu'on regarde les grands acteurs, on arrive à une conclusion où on se demande même si l'Europe peut y arriver. Et pendant ce temps, côté offre, c'est-à-dire au côté industriel, et on est toujours à attendre que deux États importants se mettent d'accord sur des spécifications communes et sur un partage industriel. Et ça... Bon, pour vous rassurer, au niveau du terrain, en opération, ça marche très bien entre la France et l'Allemagne. Hein. Ça va très très bien, il n'y a pas de souci. On partage. Donc nous avons récemment discuté avec pour rapprocher ça de l'innovation, peut-être un peu plus accessible en tout cas. Pour moi, nous avons discuté avec une start-up récemment qui travaille c'est une start-up israélienne, parce qu'il y a beaucoup d'innovation aussi dans la défense qui vient d'Israël, et qui crée en fait des systèmes anti-drones avec des dômes qu'on peut créer au-dessus des événements, qui peuvent être des centrales nucléaires, des installations énergétiques, sur des stades de foot par exemple, et en fait qui essayent de venir sur le marché européen et qui nous ont dit que finalement le marché américain est beaucoup plus réceptif à leur message parce qu'il y a déjà beaucoup d'accidents qui sont arrivés et qu'ils ont beaucoup plus de facilité aux États-Unis, et qu'ils discutent ici avec les entreprises et qu'ils ont l'impression qu'il y a une question de prise de conscience qui n'est peut-être pas encore arrivée. C'est une question que je vous pose parce que moi je ne suis pas spécialiste de ça, mais c'est ce qu'ils nous ont apporté. Ils ont dit on a bien, tout le monde est très intéressé par ce qu'on fait, c'est super, mais on ne dépasse pas le stade du Innovation Officer. On n'arrive pas à rentrer en discussion avec les équipes en interne pour en discuter. Et donc ça c'est la première question, est-ce qu'il y a un retard, est-ce qu'il y a une question de prise de conscience et qui du coup peut faire peut-être le lien avec avec tous les gens qui sont ici, parce que c'est quand même une question très complexe. La défense, la cybersécurité, on n'a aucune table ronde, aucun projet cet après-midi qui parle de ça parce que c'est très technique en même temps. Donc est-ce que tous ces gens ici, en apprenant plus sur ces questions, peuvent porter cette parole pour éventuellement spread the news dans leurs entreprises? Et après, l'autre question, est-ce que cette entreprise dont j'ai parlé, ils n'avaient pas de concurrents européens? Il y a peut-être d'autres systèmes de défense mais qui existent, mais le seul concurrent qu'ils avaient qui est véritable, ce sont des Allemands qui ont créé leur société dans le Silicon Valley. Donc toutes ces trois questions un peu combinées, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça peut-être plus accessible aussi à la jeunesse? Est-ce que vous avez des idées le Pluriforum peut aider pour porter ces messages? Et après, est-ce qu'il y a une question de prise de conscience qui... Moi, je ne pense pas que c'est une question de prise de conscience parce que le drone européen, ça fait 20 ans qu'on en parle. Donc il y a dans nos industries évidemment beaucoup de liens entre militaires et civils. Il y a beaucoup de technologies duales. Donc il y a une vingtaine d'années, on voulait faire un drone européen d'observation. Simplement, le problème, c'est que les Américains ont investi, les Israéliens ont investi, et que si on est honnête, l'Europe n'a pas investi, et donc maintenant, elle se retrouve avec du retard. Donc, c'est pas un problème de prise de conscience, c'est un problème de vrai retard technologique. Il y a eu des démonstrateurs. On va faire, à mon avis, l'Eurodrone entre la France et l'Allemagne, donc on va avancer. Je ne sais pas si on va récupérer notre retard, mais enfin, on va avancer sur le sujet. Ce qui nous rend forcément, sans doute, je ne connais pas ce point particulier avec cette entreprise-là, mais qui nous sent sans doute très frileux
par rapport à ce qui arrive de l'extérieur, puisque en fait on est en retard. Donc on n'a aucune velléité d'ouvrir un marché sur lequel on a du mal à se positionner nous-mêmes, puisqu'on est en retard au niveau technologique. Alors on avance au niveau de la régulation, ce qui est à mon avis d'ailleurs un des risques de l'Europe, c'est qu'on va devenir un hub de la régulation, mais on n'aura plus aucune technologie à côté. Parce que finalement, on arrive à se mettre d'accord dans le cadre de l'Union européenne et des processus qu'on utilise sur le plus petit dénominateur commun. Et le plus petit dénominateur commun, c'est comment on protège notre citoyen. Alors du coup, on fait ce GDPR, ce qui est super de faire le GDPR. Tout le monde dans le monde nous dit c'est bien, vous respectez le citoyen, les données personnelles, le secret. Oui, mais enfin, ça suffit pas non plus. On ne peut pas faire que réguler l'innovation. On ne peut pas être le Silicon Valley de la régulation et ne jamais faire la technologie et le produit. Et c'est là où est le problème, c'est qu'on n'est pas sur ces sujets-là, ou on est en retard sur ces sujets-là. Et donc je pense que ce n'est pas un problème de prise de conscience, je pense que les gens se protègent, c'est tout. Donc ils n'ouvrent pas à des concurrents un marché sur lequel eux-mêmes sont en retard. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour le citoyen, mais le problème c'est que et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, si on n'a plus la technologie en Europe, on a un vrai problème industriel et du coup on est complètement dépendant des autres. Donc on n'a aucune envie, évidemment en tant qu'industriel, de leur ouvrir les portes. Et sur les drones, on est très très en retard. Ouais. Jean-Marc, très bref, voilà. Ouais, deux choses. Un, l'exemple que vous prenez Israël, c'est de nouveau un cas très particulier. Pourquoi ? Parce que c'est un État où vous avez énormément dans le domaine des nouvelles technologies, énormément d'innovation. Pourquoi ? Parce que ils ont réussi à intégrer le militaire avec le civil, où vous passez 3 ans de service militaire, et puis quand vous êtes au service militaire, vous apprenez énormément, notamment dans une unité de cyberdéfense, vous faites des contacts, et puis vous avez énormément de spin-off après qui émergent de ce temps-là. Maintenant, par rapport à l'innovation en Europe, je pense que ce qu'il y a, c'est à la base, c'est culturel aussi. Aller aux États-Unis par rapport à la prise de risque. En Europe, on n'est pas du tout sur les mêmes, sur les mêmes bases. Au niveau du capital risque, le financement des startups, surtout dans les phases initiales, on n'est pas du tout au même niveau. Et puis après, l'idée aussi, c'est, moi j'ai passé un peu de temps à Silicon Valley. J'étais avec beaucoup d'Européens, avec des Hollandais notamment, un gars qui a fait 2 startups qui s'est planté en Hollande. Il est venu aux États-Unis parce qu'il m'a dit moi j'étais quasiment un mouton noir. Donc il y a aussi cette culture-là où vous montez l'entreprise et se casse la figure. C'est pas une tare, mais vous avez appris énormément et puis vous allez peut-être vous planter 2, 3, 4 ou 5 fois. Mais à chaque fois, vous allez apprendre et vous allez améliorer vos compétences, alors qu'en Europe, ce type de compétences-là ne sont pas du tout valorisées ou très très peu. Je crois que ça peut changer dans certains États. Et donc je pense que là, le problème, il est vraiment culturel. C'est qu'on doit changer la façon dont on voit aussi... l'idée, c'est que l'Europe s'est bâtie sur la révolution industrielle. Or, actuellement, les fondamentaux de la révolution industrielle ne fonctionnent plus dans la révolution digitale, où vous avez besoin de penser de manière beaucoup plus flexible. Et puis, en Europe, on est encore trop basé sur des cadres assez rigides. Ce qui n'empêche pas l'Europe de faire les meilleurs avions du monde et d'excellents satellites. Et voilà. Donc il y a encore d'excellents ingénieurs et beaucoup de technologies en Europe. Je ne veux pas sembler trop pessimiste, mais c'est vrai qu'il est plus que temps de se réveiller et d'investir dans les données, dans les drones, et dans l'éducation, dans les technologies du futur. Allez, très vite, et je prends 2-3 questions en même temps, très vite. Okay. Ah, le maître de cérémonie. Ah, tu as vu Non, allez, attends. Allez, alors, là. Malheureusement, c'est un sujet qui me parle parce que je suis CIO d'une boîte en Allemagne avec 1000 personnes qui a été victime de NotPetya il y a 1 an à peu près. Et donc 1000 personnes qui sont au chômage pendant 3 semaines, c'est pas rigolo, quoi. Ma question, c'est la suivante. On parle beaucoup de cyberdéfense et c'est clair qu'on est sur du prévenir, guérir, répondre. Bon, prévenir chez nous, ça n'a pas marché. Guérir, ça a été long. Et la réponse, en gros, pour NotPetya, on nous a dit vous êtes un dommage collatéral, voilà. Est-ce que on ne devrait pas parler de cyber-rétorsion et d'essayer d'arriver à une espèce d'équilibre des forces, hein? Ce qu'on connaît avec la bombe atomique, c'est peut-être pas l'option la plus rigolote, mais est-ce que c'est pas in fine la seule qui va rester? Deuxième question, derrière, je crois. Là, voilà, pardon. Oui, question rapide.
Vous nous avez rappelé que s'il y a des problèmes sur la défense européenne, c'est parce que la souveraineté nationale, les intérêts nationaux s'y opposent, ce qu'on peut comprendre. Mais ce à quoi on assiste de plus en plus en Europe en ce moment, c'est l'émergence d'idéologies nouveau-populistes. On voit l'Angleterre qui sort pour des raisons xénophobes, mais aussi pour des raisons d'indépendance nationale. On voit en Europe de l'Est des États forts, des États illibéraux. Et il faut dire qu'en Allemagne et en France, ce genre d'idéologie ont aussi le vent en poupe. Et moi, je me demande si l'obstacle en ce moment à une défense européenne, c'est même plus tant l'égoïsme des États que peut-être même l'hostilité de l'opinion publique, d'une certaine manière. Jean-Christophe ? Peut-être pour rebondir sur cette question intéressante, est-ce que la algorithmic diplomacy, je ne sais pas comment traduire ça, existe déjà? Est-ce qu'elle est pratiquée? Ou est-ce qu'on fait que de la diplomatie interculturelle? Merci. Encore une dernière là. Oui, petite question. En fait, pour avoir un peu un regard positif dans l'avenir, admettons que vous étiez ou vous aurez tous les moyens possibles et on vous donne la tâche, Madame Erard, Monsieur Amann et Monsieur Rikli, de définir une stratégie défense européenne et cybersécurité. Comment vous mettez en place cette plan sous l'hypothèse l'Europe de 27 et toutes les négociations qu'il faut faire avec? J'aimerais commence avec la cyberdéterrence parce qu'il fallait juste dire il faut acheter ton nouveau livre. Il va sortir en janvier, non? Et voilà, ouais. J'ai un bouquin qui va sortir en janvier, c'est vrai. Sur la transformation de la guerre au XXIe siècle. Je ne parle pas tellement de cyberdéterrence, mais je parle plutôt de guerre par substitut. Ce qu'on voit, c'est que la guerre au XXIe siècle est de plus en plus menée par des États et des acteurs non étatiques qui utilisent des substituts qui sont soit humains ou technologiques, et notamment les armes autonomes, ou dans le domaine des substituts humains, vous avez par exemple l'Iran qui utilise énormément de milices en Syrie et en Irak. Mais ce n'était pas la question. La question, c'est la dissuasion. Alors, c'est une grosse question. Comment dissuader dans le domaine cyber? Et ça à quoi vous faites référence, c'est ce qu'on appelle le hackback. C'est-à-dire que si vous faites hacker, c'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Certains le préconisent. Le problème, c'est que vous êtes dans le domaine des théories stratégiques, vous êtes sur des domaines, des problématiques d'escalade. Et puis où ça se termine. Donc, dans le domaine de la dissuasion, vous avez 4 possibilités. Dans le domaine cyber, vous avez ce qu'on appelle la dissuasion par déni, c'est-à-dire que vous allez rendre difficile, voire impossible, de vous faire hacker. Et puis ça, ce système de dissuasion, c'est ce que les Suisses ont fait durant la guerre froide. Les Suisses disaient écoutez, vous pouvez nous attaquer, mais si vous nous attaquez, qu'est-ce qu'on va faire? On va autodétruire notre pays. Vous sabotez, dans le cas de la Suisse, ou une entreprise, vous créez un espèce de silo, et puis par le fait même que vous arrivez à vous protéger, vous allez avoir une dissuasion. Après, vous avez la dissuasion telle qu'on l'a entendue dans le domaine nucléaire, c'est-à-dire pourquoi ça fonctionne? Ça fonctionne parce que tant que vous pouvez garantir des capacités de représailles, vous allez avoir un effet de dissuasion. C'est-à-dire l'idée, on peut vous attaquer, mais vous allez garder quelques bombes nucléaires que vous allez pouvoir envoyer chez l'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dissuasion par punition. Le problème dans le domaine cyber, c'est que pour pouvoir faire ça, il faut déjà savoir qui vous a attaqué. Et ça prend beaucoup de temps. Le problème d'attribution, c'est très problématique. Après, l'évolution de la menace dans le domaine cyber est très très rapide. Ce auquel vous avez fait face, NotPetya, c'était un malware qui a été identifié par la NSA.
donc le bureau aux États-Unis qui s'occupe de tout ce qui est guerre électronique, si vous voulez, et puis ils ont identifié ce qu'on appelle les vulnérabilités de 0 jour. C'est-à-dire, dans le domaine cyber, si vous voulez avoir une attaque qui a des faits, le plus longtemps cette attaque restera méconnue, enfin inconnue, c'est-à-dire vous n'êtes même pas conscient que vous êtes attaqué, le plus destructrice elle sera. Et donc la NSA a fait un registre de ces failles, mais le problème c'est qu'ils se sont fait hacker. Ils se sont fait hacker par qui? Par des hackers russes. Ces hackers russes ont lâché ces zero vulnerabilities sur le net pour certains, et puis NotPetya en était une. Et donc, le problème, c'est qu'une fois que vous avez identifié une zero day vulnerability, elle ne sera plus parce que vous allez faire le patch et puis ça a fonctionné. Donc, le problème de la dissuasion par punition est très, très, très compliqué. Puis après, vous avez un autre problème qui est plus psychologique, c'est-à-dire que vous allez devoir, la dissuasion, c'est communiquer sur vos intentions, mais si vous communiquez sur vos intentions ou vos protections, vous allez donner de l'information à l'ennemi qui va savoir si vraiment vous êtes capable de contourner son attaque ou pas. Et donc, vous allez, in fine, vous affaiblir. Donc, on est sur des problématiques inverses dans le domaine de la dissuasion nucléaire. Vous avez deux autres types de dissuasion encore, c'est par intrication, c'est-à-dire on est hyper dépendant. Si vous êtes hyper dépendant, si vous avez un partenaire qui est chinois, par exemple, eh bien, vous pouvez dire que peut-être les Chinois n'auraient pas intérêt à vous attaquer parce que ils se tiraient une balle dans le pied. Mais dans le cas de NotPetya, vous avez des entreprises, des banques russes notamment, qui ont été mises à mal, alors que c'est les Russes qui l'ont lancé. Et puis le dernier, c'est la dissuasion, c'est par les normes et le tabou, donc name and shame, c'est-à-dire que quelqu'un vous attaque et puis vous dit, voilà, c'est le principe MeToo. Le problème, c'est que c'est très variable, la façon dont les gens perçoivent le problème. Nathalie. Oui, défense européenne. Oui, c'est ça, c'est sur l'obstacle. Voilà. Il y avait deux questions. Il y en avait une qui était très politique sur la montée des nationalismes. Bon, ça après, on peut discuter sur ces sujets-là. Moi, j'ai l'impression qu'on a besoin d'efficacité en Europe et qu'une Europe qui reste au milieu du guet ne fait que faire monter les nationalistes. Même si on est tous convaincus, et je crois que sur des sujets comme la défense ou la cybersécurité, on voit très bien le besoin d'Europe. Mais si on n'est pas efficace, forcément les gens s'en rendent compte. Ils voient que l'Europe se fait distancer. Et donc, il y a peut-être des bonnes questions et des mauvaises réponses. Et si les gens qui construisent l'Europe ne sont pas capables de montrer des sujets concrets, ils nourrissent la frustration et l'idée que de toute façon, on va échouer. Et donc, si on échoue, finalement, autant garder ce qu'on a en national, parce que c'est plus confortable pour tout le monde. L'Europe est toujours un saut dans l'inconnu, parce que c'est toujours une prise de risque. Et donc, finalement, si vous n'êtes pas persuadé que vous allez gagner par cette prise de risque, ce qui est quand même l'atmosphère du moment. Si vous parlez Europe, vous avez 9 chances sur 10 pour que les gens vous disent pourquoi ça ne va pas fonctionner, pourquoi c'est pas possible, pourquoi c'est pas bien, pourquoi ça va me mettre en danger la solution nationale. Donc, effectivement, si vous partez comme ça, vous avez quand même peu de chances dans la vie de réussir votre pari. Et donc, face à ce déclinisme ambiant, ça nourrit, à mon avis, le repli sur soi. Ce qui en vient à la deuxième question, qui est comment on s'y prend pour avancer en défense. On est obligé de faire des choses à plusieurs vitesses. Il est évident qu'on ne va pas faire des programmes à 27, surtout que les 27 n'achètent même pas tous des équipements européens. Comme on l'a vu avec la Pologne et les hélicoptères, comme on l'a vu avec les Belges et les avions de chasse. Malheureusement, on est allé trop doucement et déjà, il y a des intérêts privés, industriels qui viennent en jeu et il est impossible de convaincre d'acheter européen. Donc ça veut dire qu'il faut montrer qu'il y a des projets qui fonctionnent. L'industrie aéronautique d'espace et de défense s'est toujours construite autour de programmes. Il faut donc être au niveau industriel extrêmement pragmatique. Définir je reviens à ce que je disais tout à l'heure, définir des besoins communs. Et là, on a besoin de souplesse. Ça veut dire aussi, au niveau opérationnel, qu'il faut travailler ensemble, qu'il faut créer des sous-groupes pour que les gens se parlent, pour qu'ils travaillent ensemble sur le terrain, pour faire converger les besoins. Ça se fait
pas de façon triviale, hein, c'est pas des sujets qui sont du jour au lendemain, mais il faut commencer le processus, faire des compromis sur les spécifications communes, les faire sans doute en trilatéral pour avancer concrètement et montrer aux citoyens qu'il y a des projets qui peuvent se faire et que l'Europe peut être sur la scène, et puis quitte ensuite à jouer sur les politiques de préférence européenne pour qu'on rattrape du volume petit à petit, au moins une partie des achats militaires des autres pays pour qu'ils viennent nourrir les budgets européens, parce qu'évidemment quand on achète du F-35, non seulement on achète un appareil américain, mais en plus comme le F-35 est cher, on assèche les budgets nationaux européens pour les équipements européens. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rôle, à mon avis, pour l'Union européenne. Il y a un fonds de défense qui va émerger. C'est intéressant parce qu'il abonde. S'il abonde et qu'on fait de la recherche en commun, on peut espérer que dans 10 ans, 20 ans, on commence à avoir des vrais projets européens et où, ce que je veux dire, c'est à plus d'États, et que du coup, on a plus de chances pour leur vendre ces projets européens. Mais tout ça, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc, à court terme, il faut travailler sur le besoin opérationnel, l'échange opérationnel, travailler sur les spécifications communes, faire des programmes à 2 ou 3, et après trouver les outils comme les fonds européens, comme des politiques d'achat public de type préférence européenne pour jouer sur l'effet volume. Tout n'est pas noir. Avant-hier, même dans un climat franco-allemand qui reste difficile, on a eu pour la première fois un certain nombre de pays européens qui se sont engagés à acheter des lanceurs européens au niveau espace. Ça semble naturel, mais c'était la première fois que ça se passait. Donc voilà, peut-être qu'il y a un mouvement, il est très très lent. Mais... Donc si je pouvais le faire aller beaucoup plus vite pour répondre à votre question, je pense que c'est ce que j'aimerais faire. La menace à côté, pas très cyber, c'est très ancienne. mais j'aimerais bien quand même conclure. Merci beaucoup, en tout cas, pour répondre très vite la stratégie cyber. Mais en effet, peut-être les menaces cyber, c'est une des premières menaces de défense qui concerne tout le monde. Alors, il ne faut surtout pas laisser la question de la stratégie aux hommes politiques et aux militaires. C'est une question de société. On est tous concernés, on est tous obligés chez nous, à la maison, de faire le nécessaire pour être capable de réagir, d'être bien protégés déjà. Et après aussi d'influencer les hommes politiques, femmes et hommes politiques, sur la question, ce que nous voulons au niveau du cyber pour nous défendre. Est-ce qu'il faut être offensif, défensif? Dans quel genre? Parce qu'actuellement, il n'y a pas assez de règles. Avec ces mots-là, aussi une tâche pour vous à la maison, hein, réfléchissez bien si vous êtes bien protégé contre des menaces cyber. Moi, j'ai choisi Apple, hein, c'est déjà une trompe, mais je ne fais pas de la pub. Nathalie, Jean-Marc, j'étais très honoré d'être avec vous devant ce public. Superbe audience, merci pour les questions, merci pour votre participation. Je vous souhaite pour la suite de forum bonne chance, bon courage. Vous êtes sur la bonne voie. Je trouve que c'est merveilleux et je vais continuer à vous suivre vos affaires parce que c'est aussi une affaire de cœur pour moi aussi. Merci beaucoup et bonne chance.